Bienvenue à tous. Donc, je vais commencer la journée en vous présentant les travaux du premier comité qui est à l'ordre du jour, à savoir le comité exécutif technique. Cette année en particulier, on arrive quelque part. Alors, il y a toujours des sujets qui nous arrivent, mais à la fin d'un cycle, à un moment charnière où on va passer à des sujets nouveaux. Et donc, je tenais, au nom du comité tout entier, à vous présenter une restitution un peu plus globale, de façon à rendre intelligible un petit peu tous ces sujets qui se croisent et qui sont parfois assez arides. Alors, je commence par mon petit schéma que je vous ai présenté depuis 2 ans, qui évolue un petit peu, qui est une feuille de route qu'on s'était donnée. Alors, au départ, on ne savait pas trop si ça allait être 2017, 2018. Au gré des réglementations, on s'aperçoit que ça a débordé un peu sur 2018. Et voici un petit peu la structure en fait, de la réflexion qui a été la nôtre pendant ces années pour avancer les dossiers qui, pour la plupart, sont arrivés ou arrivent à terme cette année. Alors, nous avons à gauche tout ce qu'on appelle référentiel des meilleures techniques disponibles. L'année dernière, je ne vous en ai pas parlé énormément, mais comme beaucoup de choses ont eu lieu là, on va remettre les choses en perspective. Donc, sans anticiper sur la suite, il s'agit de mettre tout le secteur agroalimentaire sur la table au niveau européen, de voir ce qui se fait de mieux et de les référencer dans un guide. Voilà. Donc ensuite, il y a tout ce qui est marché du carbone. Et là, j'ai fait une modification puisque nous allons arriver à la période 2021-2030. Alors non pas que nous avons tous pris 3 ans d'un coup, mais c'est en ce moment même que vont se décider les règles du jeu à l'horizon 2021-2030. Et donc nous sommes maintenant dans une phase de réflexion et d'étude dont je vous parlerai sans doute dans les années à venir. Sur le côté révision de la directive plafond nationaux, nous avions eu une satisfaction l'année dernière de pouvoir vous annoncer que nous étions définitivement rentrés dans un système de rapportage international qui nous permet d'avoir des données référencées et reconnues. Et donc nous vous présenterons cette année les chiffres de la campagne 2016. Alors ce sera dans la dernière partie de ma présentation. Il y a toujours une année de décalage puisque le rapportage est extrêmement complexe et long avec beaucoup d'étapes de validation. Et comme ça nous donne l'occasion de remettre un peu les choses en perspective par rapport aux 15-20 dernières années, c'est toujours intéressant de s'y attarder un peu. Alors comme le CET, ce n'est pas que ces dossiers structurants, mais qu'on a aussi toute une série d'études et de réflexions qui gravitent autour de ça, nous illustrerons en fin de présentation un cas concret d'études dites installations classées que présentera Christophe Besançon, donc le directeur général de Sundesi que vous connaissez tous, en l'occurrence on a choisi un stockage de biomasse, donc je n'anticipe pas, mais il vous présentera ça juste après ma présentation. Alors, vous avez eu au fur et à mesure des années des bribes de dossiers. Tout cela peut vous paraître certainement assez confus. Je vais vous mettre maintenant en perspective de ce qu'a été la réflexion et comment est-ce qu'on a pu aboutir aujourd'hui. Alors, tout n'est pas totalement ficelé, mais on va vous présenter l'essentiel des travaux. Actuellement, tout ce qui couvre les prescriptions réglementaires de notre secteur se joue en 3 niveaux. C'est là que la compréhension est la plus importante. Vous avez un chapeau qui est cette directive qui définit les meilleures techniques disponibles, que je vais vous présenter tout à l'heure. Dès lors que vous n'êtes pas concerné de près ou de loin par cette directive, les choses se jouent au niveau national, mais nous avons une difficulté historique dans la filière, dans le sens où il n'y a pas vraiment d'arrêté sectoriel. Il n'y a pas un arrêté qui fixe les règles. Voilà, pour une installation de DESI, c'est comme ça peut exister pour d'autres secteurs d'activité que vous connaissez bien. Il y a des choses pour le ciment, pour le sucre, etc. Donc, on réfère à des prescriptions générales de combustion, avec tous les problèmes que ça peut nous causer depuis un certain nombre d'années et que j'ai déjà un petit peu évoqués. Et dès lors que ce cadre est fixé ou est plutôt flou, vous avez au niveau local des déclinaisons spécifiques qui sont déclinées sous autorisation pour chacun des sites. Donc vous comprenez assez vite que moins c'est cadré aux étages supérieurs, plus il y a le degré de liberté en dessous. Et on observe encore aujourd'hui,
en tout cas pour l'instant, un certain nombre de disparités dans les autorisations de chacun, mais aussi dans la façon dont ces arrêtés sont interprétés par les différentes DREAL. Alors ici on est en Champagne, il y a beaucoup d'usines en Champagne et il y a une certaine cohérence qui s'est installée au fil des années, mais on a des expériences dans d'autres régions, y compris historiques, parfois même douloureuses, de méconnaissance des sujets par les autorités qui ont conduit à des mauvais choix. Voilà, donc ça, on a décidé, enfin en tout cas, on fait en sorte que ça s'arrête à ce stade et qu'on ait une feuille propre pour les années à venir, dans l'intérêt de tout le monde, et qu'on puisse développer nos projets ensuite, que vous aurez davantage expliqué dans LRD dans la deuxième session. Alors en 2013, puisque c'est en 2013 qu'on a lancé ça, non pas que ce soit particulièrement l'année où je sois arrivé dans cette belle filière, mais on était déjà à la fin d'un cycle, le cycle précédent, dans lequel la filière avait fait énormément de progrès, notamment en termes de réduction de ses consommations énergétiques et également de ses émissions de carbone. Ces progrès ils s'étaient inscrits en phase avec ce qu'on appelle la période Kyoto, hein, c'était 2008-2012. Je ne vous refais pas l'histoire des projets domestiques, ça a été un très beau succès pour la profession, à la fois technique mais aussi économique, et surtout ça a permis ensuite de valoriser ces efforts dans notre période en cours. Alors qu'est-ce qu'on avait comme contexte à cette époque-là? Un climat somme toute assez lourd malgré les progrès qui avaient été faits, à savoir une remise en cause persistante de l'usage de la flamme directe. C'est assez pesant, hein. Vous allez à Bruxelles, on vous dit que c'est pas bien, etc. Et on vous considère au plus mal. La place centrale du charbon dans le mix énergétique, ça n'a jamais été très apprécié et ça allait de moins en moins. Et les hautes instances européennes ne validaient pas de statistiques de la filière parce qu'elles n'avaient pas notamment la reconnaissance qu'elles devaient avoir pour accéder à des statuts, par exemple, de fuite de carbone ou des choses comme ça. Ça ne fait pas tout, mais ça en fait partie. Donc le plan qui a été décliné par la suite, la stratégie qui a été mise au point par les membres du comité, se décline donc fort logiquement sur 3 niveaux, à savoir au niveau européen, essayer d'exister, parce que dans la première version de ce guide des meilleures techniques disponibles, il n'y a pas d'installation de déshydratation. Alors en soi, ce n'est pas dramatique, ça le devient par contre si vous ne faites rien et que quelqu'un d'autre écrit à votre place ce qu'il faut faire. Hein. Donc le mieux, c'est quand même à un moment de se prendre en main, de dire moi je déshydrate de la luzerne ou autre, je fais comme ça et j'entends que ce soit reconnu comme la meilleure technique de déshydratation possible. Alors c'est pas sans risque, parce que quand vous faites ça, vous risquez derrière qu'on appelle des données au niveau européen et qu'on vous fixe ensuite des valeurs limites qui soient cadrées sur les meilleures pratiques effectivement. Donc il faut avoir une bonne idée quand même de ce qui se passe et avoir une idée derrière la tête pour décliner ensuite au niveau national ces spécifications. Donc, but du CET, figurer sur la photo et ne pas être contraint brutalement par des valeurs qu'on ne saurait pas atteindre. Alors c'est tout ce qu'on parle de valeur limite d'émission, c'est donc combien est-ce que j'ai le droit de rejeter de soufre, d'oxyde d'azote par mètre cube de fumée, etc. Alors une fois que ça c'est fait, il faut arriver au niveau national à définir un cadre de référence spécifique à la filière également, de façon à sortir de l'ornière dans laquelle on est. Alors cette rubrique, entre guillemets, hein, c'est la rubrique dite 2910, mais mélange toute la combustion. Alors quand vous avez un inspecteur qui connaît bien les sites de déshydratation, il va interpréter ça correctement. Quand vous avez un inspecteur qui arrive d'une autre région, qui n'a jamais vu une usine de désy, il peut décliner cette rubrique 2910 comme on le ferait avec un catalogue et mettre des spécifications qui ne sont pas adaptées à nos sites. Donc on va voir comment on a agi aussi à ce niveau-là. Et enfin au niveau local, vous verrez qu'on en est à ce niveau-là aujourd'hui. Il s'agit qu'une fois que ce cadre est posé au niveau européen, au niveau français, de converger progressivement vers le cadre qu'on a défini, parce que ça encore, c'est pas gagné. Quand vous avez des arrêtés préfectoraux, encore faut-il les réviser. L'administration freine parfois pour aller suffisamment vite, et donc il faut parvenir à transformer l'essai quelque part, ce que nous nous attachons à faire en ce moment. Alors je vais commencer par le cadre européen, c'est le plus simple, on va aller en descendant. Alors les enjeux au niveau européen tels qu'ils se cristallisent donc il y a 5 ans, 2013, nous imposent de rentrer dans ce sujet
est donc de faire un choix judicieux déjà dans le chapitre dans lequel on va s'insérer, dans le grand monde de l'agroalimentaire. Et en l'occurrence, le plus judicieux à l'époque a été de s'insérer dans tout ce qui concerne l'alimentation animale. Alors, ce n'était pas immédiat, je ne vais pas revenir sur les différentes nomenclatures, mais on se retrouve de par ce fait avec des gens qui font des fourrures, des aliments composés ou de la nourriture pour chiens. Donc, il y a quand même une certaine diversité dans ce type de panel dans lequel il faut faire valoir sa spécificité. Alors, la nôtre, en l'occurrence, ce qui était intéressant en se glissant là-dedans, c'est que nous étions quasiment les seuls à avoir des installations de combustion du calibre que vous connaissez. Et donc, quelque part, ça nous identifiait comme un secteur spécifique avec ses contraintes, mais on n'avait personne qui allait venir nous dire à côté, vous avez, nous en combustion, on est meilleur que vous, on fait moins de suie, etc. Alors, à partir de là, il a fallu identifier des sites de référence qui soient suffisamment représentatifs, mais qui montrent quand même la diversité de notre profession, et en n'ayant le droit qu'en soumettre que 2, autant vous dire que le choix n'a pas été simple. Donc merci aux 2 sites en question qui sont chez l'USEAL et TNA aujourd'hui et qui ont fourni toutes les données qu'il a fallu pour convaincre la commission. Donc le processus, je vous en avais un petit peu parlé précédemment, donc je vous fais un point sur ce qui se passe maintenant. Donc comme vous le voyez, ça peut durer 8 années. Aujourd'hui, on en est au bout de 5 et on va arriver dans la période où les choses se cristallisent et se terminent. Nous avons donc chez Coop de France rejoint le groupe d'experts international, donc j'y ai siégé moi-même pour représenter les propositions du comité et de la filière. Les dates ici, vous voyez qu'une ligne s'est rajoutée, on vieillit tous. Donc l'année dernière, je vous disais qu'on était à la revue de ce grand référentiel. Donc la réunion finale qui doit acter les choses aura lieu au mois de mai. Donc tout ce que je vous dis là est quasiment bouclé. Normalement, compte tenu du processus, ça ne peut plus bouger guère qu'à la marge. Et concernant notre secteur, ça ne bougera pas du tout, a priori, jusqu'au mois de juin. Donc, aujourd'hui, sur la table figure un projet de référentiel. Je vais vous l'illustrer quand même, parce qu'il y a de la complexité dans ce type de dossier. À un moment, il faut la montrer. Donc, je vais vous montrer les 2-3 slides pour vous montrer ce qu'il y a dans ce type de bouquin, parce que c'est quand même assez surprenant à découvrir. Actuellement, ont été déposés des commentaires sur un forum, donc tous les experts échangent et on prépare la réunion finale. Les conclusions sont attendues en fin d'année. Donc nous, ce qu'on attend des conclusions, je vais vous le présenter également juste après. Alors, qu'est-ce que ça implique pour vous au niveau des sites de production? Ça implique qu'une fois que ce document existe, vous avez une année pour faire un dossier de réexamen, donc sorte de bilan de fonctionnement tel que vous le connaissez aujourd'hui a été revisité, établir un cahier des écarts quelque part par rapport à ce nouveau référentiel. Et ensuite, vous avez 4 années pour vous mettre en conformité avec les spécifications qui y figurent. Voilà. Donc, je vous ai présenté déjà cette contribution, je ne reviens pas dessus, mais on a quand même proposé, grâce à l'appui des experts nationaux que nous avons convaincus avec les données, avec la crédibilité issue des autres dossiers que je présenterai, de publier un document spécifique pour bien enfoncer le clou sur le fait qu'on ne peut avoir dans notre chapitre, sous-chapitre, entre guillemets, que nos propres installations. Voilà. Vous allez voir l'intérêt juste derrière. Alors, une fois qu'on a fait ça, quelque part, on essaye de valider notre modèle industriel de séchage en flamme directe et c'est ce qui figure aujourd'hui dans le premier projet. Donc, en faisant ça, quelque part, on coupe l'herbe sous le pied aux détracteurs de ce type de procédé qui souvent n'ont bien moins d'arguments que ce qu'on a pu mettre sur la table ici. Et on en est à essayer de trouver un compromis équilibré pour la définition des valeurs limites au niveau européen. Voilà. Alors là, je vais passer très vite. Juste pour vous donner une idée de l'ampleur du chantier, parce qu'à chaque fois qu'il y a une réunion, alors c'est à Séville, l'Agence européenne de l'industrie, il y en a pour 3 jours entiers et 10 heures pour passer en revue les choses. Nous sommes dans une rubrique, peu importe le chiffre. Donc tous les sites qui sont visés, je vous disais, ce n'est pas le cas de tous les sites de la filière, mais par ricochet, ce qui existe au niveau européen a vite fait d'arriver sur la table du ministère français. Donc la règle, c'est 300 tonnes jour de produits finis de capacité. Donc autant dire que tous les sites champenois déjà sont dedans. Et mis à part 2-3 sites dans la filière, tout le monde est directement impliqué là-dedans. Voilà. Alors voilà à peu près à quoi ça ressemble. Vous avez un premier chapitre
qui traite d'informations générales sur le secteur des IAA avec des indicateurs. Alors IAA, c'est l'acronyme d'industrie agroalimentaire, avec différentes informations sur les secteurs. Vous avez ensuite tout un chapitre consacré aux techniques génériques de réduction, puisque là-dedans, on va vous dire, alors il ne suffit pas d'en arriver à la conclusion et à respecter un certain nombre de valeurs, on vous dit, pour y arriver, voici le catalogue des techniques que l'on peut proposer. À vous d'être au moins aussi performant que ça. Ça ne veut pas dire que vous devez forcément épouser les contours de ce qui est écrit là-dedans, mais si vous proposez autre chose, vous devez vous aligner sur les performances qui sont décrites là-dedans. Et ensuite, on a notre chapitre spécifique alimentation animale. Et là, ce qui est remarquable, c'est que la contribution que nous avons proposée, donc je vous ai présenté l'année dernière, a été reprise quasiment en intégralité et reprise dans le référentiel européen sur notre propre rédaction. Donc là, on est assez content de ça. Le fait est qu'en fait, nous étions tellement du coup spécifiques que personne n'est venu enrichir notre chapitre. Donc la commission a fait quasiment un copier-coller. Donc tout le process tel qu'il existe sur le modèle traditionnel qui est le nôtre pour la plupart, ça entend qu'il puisse y avoir quelques variantes, est repris dans ce chapitre. Et donc on trouvera dans le livre notre procédé comme meilleure technique disponible. Donc la technique traditionnelle, hein, donc préfanage à plat, tambour sécheur et puis cyclone pour ce qui est la réduction des émissions. Voilà, j'ai un petit peu anticipé. On trouve donc dans le chapitre des conclusions, cette fois-ci, des valeurs limites. Donc là, ce que je vous présente ici, c'est la démarche telle qu'elle a été initiée. Alors nous l'avons fait à l'époque sans nos amis du secteur sucrier, avec qui maintenant nous interagissons beaucoup plus depuis et qui sont rentrés sur un certain nombre de dossiers, renforcer la capacité de la filière. Pour ce qui est de la luzerne, nous n'avons pas de valeur limite de fixer, pour l'instant en tout cas, dans le catalogue, ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas de contraintes fortes en termes de réduction. Ça veut dire que ça va passer au niveau national et qu'il faudra traiter au niveau national ces sujets car c'est spécifique France. Nos amis italiens, espagnols n'ont pas les mêmes procédés de combustion. Vous connaissez ça mieux que moi, donc nous avons été singularisés et la commission, tout en actant le fait que le process doit être ainsi, ne s'autorise pas, pour l'instant en tout cas, pour ce cycle de révision, à poser elle-même des limites qui vont donc revenir au ministère de l'écologie. Ça c'est vrai pour la luzerne, pour le sucre c'est un peu différent, c'est un autre chapitre. Et là, je pense qu'ils s'en sont sortis du mieux qu'ils pouvaient, donc en ayant 2-3 valeurs limites de poser. Je ne vais pas m'étendre ici parce qu'on ne veut pas tout évoquer aujourd'hui. Voilà. Alors en définitive, dans ce projet finalement, on s'en sort plutôt bien. Ça a été assez chronophage, tout le monde s'est impliqué, mais on a des chapitres qui citent explicitement la filière et donc on a quelque part la reconnaissance industrielle qu'on souhaitait avoir au niveau européen. Maintenant, on sait ce que c'est que le secteur de la déshydratation de fourrage et ça va nous servir dans le dossier arrivant pour le carbone notamment. Ça, plus d'autres éléments que je présenterai, ce n'est plus un ovni dont on ne sait pas combien il y a de sites, où il se situe, etc. En plus, on a validé le modèle préfanage à plat, tambour, cyclone, donc très bien, c'est fini les critiques en termes de flammes directes, ce qui nous demande, on ne peut pas relever le pied sur tous les dossiers hygiène et sécurité pour autant, mais les attaques gratuites, maintenant, on peut opposer un référentiel européen qui nous soutient. Et on n'a pas de valeur limite en raison de nos spécificités, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque au niveau national à ce qu'on nous en mette également. Je vais vous présenter ça juste derrière.